Salut tout le monde. Comme j'ai dit sur le chat, on attend 2 minutes max, le temps que tout le monde se connecte afin de commencer notre session de live cette semaine. Le but, c'est de revoir un peu les notions de base de la programmation en langage C. Ce live est destiné spécifiquement aux C28 qui ont commencé la formation il y a 4 semaines là. Et le but, c'est de revoir les notions qu'ils ont vues en langage C. Donc c'est vraiment des notions très basiques. On parle des variables, quelques types de variables, les conditions, les boucles et les pointeurs. Alors, on va commencer du coup. On va prendre point par point. Donc, qu'est-ce qu'une variable? Vraiment des notions très très basiques. Les règles, les types, on va passer aux conditions, aux boucles, et aux pointeurs. Donc, première chose, comment je déclare une variable? C'est simple. Je dois mettre le type, indiquer le type. Là, je suis en train d'écrire, c'est vraiment pseudo-code. Sur un éditeur en ligne, donc il ne faut pas utiliser quand vous êtes en formation. Là, le but, c'est d'avoir un environnement qui permet de montrer plus de choses sans perdre votre temps. Le but, c'est de vous expliquer le code et la partie théorique. Euh, donc le type, pardon, le nom de la variable. Et après, donc ça, c'est vraiment, j'initialise une variable. Donc c'est la genèse de la variable, si je peux dire ça comme ça. C'est la genèse de la variable dans ma fonction. Par la suite, je peux lui donner une valeur. Donc je mets égale valeur. La valeur, je peux pas mettre n'importe quoi. Dans le langage C, il y a des restrictions. C'est un langage typé, c'est-à-dire que quand je veux créer une variable, je dois indiquer son type. Il y a des langages non typés, tels que le JavaScript, le Python, et dans ces langages-là,
je suis pas obligé de mettre le type devant le nom de la variable. Je mets juste nom de la variable égale valeur. Mais dans des langages comme le C, le C++, etc., c'est des langages typés, je dois indiquer le type de la variable. Par la suite, la valeur doit être cohérente au type. Je ne peux pas mettre variable caractère et je lui donne une chaîne de caractères, ou variable entier et je lui donne une phrase. Donc il faut que la valeur soit cohérente avec le type. Il y a quelques restrictions et quelques règles. Donc, quand on donne un nom de variable, on ne peut pas commencer par un chiffre, ça dépend des langages, mais généralement il y a des choses, il y a des règles générales communes où il y a des noms réservés. Par exemple, la fonction mail, on va avoir des problèmes. Je ne peux pas donner le nom de la variable mail, par exemple. Il y a des noms, il y a des termes et des noms réservés. Donc faites gaffe à ça. Donc ça, c'est la première chose. Puisqu'on parle du C, j'aimerais bien steps, expliquer à certains les étapes de compilation dans le langage C. Ça, c'est essentiel à comprendre aussi. Comprendre ce schéma. En gros, on a un source code, source file. Donc c'est notre ou nos fichiers .c. On va les compiler avec un compilateur tel que le GCC ou un autre. Le compilateur, en gros, il va tout simplement convertir ou transformer notre code .c, qui est un langage compréhensible par les humains. En tant que développeur, on peut travailler ensemble sur ce projet. Il va les convertir en un langage machine, du binaire. Quand on compile avec le GCC, on passe par 4 étapes. Et c'est des étapes complémentaires et intégrales. Donc, la première étape, c'est le préprocesseur. Le préprocesseur, il va se débarrasser des commentaires et des espaces et des retours à la ligne. Parce que les commentaires sont faits pour les êtres humains. Pour qu'en tant que développeur, on regarde, on consulte le code, les commentaires nous aident à mieux comprendre à quoi sert telle fonction, tel paramètre, etc. Sauf que pour le compilateur, il n'en a pas besoin, donc il s'en débarrasse. Les espaces, les retours à la ligne, c'est pour que pour que le code soit compréhensible à nous en tant qu'être humain. Le compilateur, il n'en a pas besoin, et ça prend de l'espace, donc il va s'en débarrasser aussi. Il va faire d'autres choses aussi, telles que remplacer les header files par le code qui leur correspond, etc. Le résultat retourné par le préprocesseur va passer au compiler. Donc dans l'étape de compiling, il va transformer ce code-là en code assembleur. L'assembleur, c'est un langage bas niveau, plus bas niveau que le C, parce que le C, en gros, c'est un langage haut niveau avec des fonctionnalités et des possibilités de faire un peu du bas niveau. Tandis que l'assembleur est plus proche de la machine, donc il nous permet de faire plus de manipulation directe sur le hardware, la manipulation de mémoire, l'horloge, etc. Il y a plein de choses. Le compiler, il va transformer le code en assembleur et on va passer ce code-là à l'assembleur. L'assembleur, pour l'étape d'assembling, la troisième, va prendre ce code-là et va le transformer en code objet. Donc c'est binaire. Et la dernière étape, le linking, c'est que si on a des librairies, bon, ça dépend aussi, le linking, il va lier notre fichier exécutable, donc notre code binaire, avec le code ou les codes des librairies qu'on a importés.
Et ça, c'est différent. Ça dépend. Est-ce que c'est une librairie statique ou pas? Est-ce que c'est une librairie standard ou pas? Etc. Donc le linking, pour faire ça pour l'instant, est juste une étape qui va lier notre code qu'on a écrit, qui est en code objet à cette étape-là, le lier avec le code objet des librairies qu'on a importé, qu'on a inclus dans notre code, pour finalement rendre un exécutable. C'est tout simplement ça. C'est juste des étapes logiques consécutives. Donc ça, c'est la compilation. Retournons au code. Donc la manière dont on déclare une variable, c'est type, nom. Donc ça, c'est comme si je suis pas obligé de donner une valeur là. Donc ça, c'est l'initialisation de la variable. C'est comme si, en quelque sorte, la genèse de ma variable dans ma fonction. Et par la suite, je lui attribue une valeur. Jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de choses logiques à comprendre. C'est juste vraiment des règles qui ont été mises en place. Des règles et des normes qui sont mises en place par des développeurs et des ingénieurs euh, pour que la programmation soit cohérente. On peut la prendre comme ça pour que ça soit plus simple à, à appréhender. Donc, concernant les variables, jusqu'à maintenant, on a vu principalement les entiers, les short int, long int, assigned int. Mais nous, pour faire simple, on va rester focus sur les entiers. Parce que le reste, c'est juste un peu des variantes, si je peux dire ça comme ça. Des int et des chars. Pour dire caractère. Donc, essayez de bien comprendre aussi les noms et les terminologies. Parce que généralement, c'est des abrégés, des abréviations. Donc, char pour dire int, c'est pour dire integer. Pour, euh, pour les variables. Si par exemple je déclare une variable de type char, j'initialise ma variable, à la suite je lui donne une valeur, par exemple, c'est égal x. Le caractère est égal à pourcentage C. Pourquoi pourcentage C? Parce qu'en gros, celui-là va remplacer quelque chose de dynamique, quelque chose qui peut changer. Et une variable, sa valeur varie. C'est pour ça qu'on l'appelle variable. Je peux l'appeler n'importe quelle chose. Je peux l'appeler CR par exemple. Contrôle entrée, je peux cliquer sur Run. Ici, en arrière-plan, j'ai des compilation. Et on voit bien que le X, il a remplacé le pourcentage C. Parce que dans printf, il y a, il y a des spécifieurs. Et ces spécifieurs-là, si on veut inclure quelque chose dans un texte, dans une chaîne de caractères, dans la valeur qu'on n'est pas en amont, ou dans la valeur varie, bah, on met un spécifieur pour indiquer que à cet endroit-là, ce spécifieur-là, quand je vais compiler, va être remplacé par une vraie valeur. Et cette valeur-là, après la fermeture de ma chaîne de caractères, donc j'ouvre avec un double quote, je ferme avec un double quote. Par la suite,
j'indique donc la variable qui va être remplacée par celui-là, par ce spécifieur. Et on voit bien ici que c'est le cas. Donc on est vraiment sur des notions très très basiques là. Donc, comme on vient de l'indiquer, que une variable, elle a un type. Donc, j'ai ma variable CR, son type c'est char pour character, et sa valeur c'est X. Supposons que j'ai testé un truc, je suis pas sûr, par exemple, je suis un étudiant, faut pas avoir peur de tester des choses. Osez tester des choses même si ça marche pas. Si vous n'êtes pas sûr si ça marche ou pas, tester, parce qu'en testant, en faisant des bêtises, on apprend et on comprend certains comportements. On comprend telle chose ne marche pas pour telle raison. Donc en faisant des bugs et des bêtises du code, on comprend pas mal de notions quand même. Donc il faut oser tester, faire des fautes, essayer de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Et avant de faire n'importe quelle chose, pensez toujours à s'il y a plusieurs instructions ou il y a plusieurs cas ou conditions données dans l'énoncé d'un exercice, je dois travailler en dichotomie. Par exemple, j'ai géré le cas général et par la suite, je vais passer à tel cas, à tel cas, à tel cas spécifique. S'il y a plusieurs instructions, ben, je vais commencer par le premier point, après je passe au deuxième point. En gros, il faut travailler en dichotomie, c'est-à-dire on va répartir notre problème, tout petits problèmes, jusqu'à ce qu'on arrive à des petits problèmes qu'on peut résoudre avec moins de difficulté. Et suite à ça, c'est comme si par exemple quelqu'un nous demande euh, d'assembler un vélo. Donc on a le guidon, les freins, les roues, la selle, ainsi de suite. On peut pas, il y a plusieurs choses. On va commencer par le cadre du vélo, après peut-être qu'on va passer aux roues, donc on va faire point par point. Par la suite, ces points-là, on va les rassembler ensemble et petit à petit, ça va nous donner un vélo fonctionnel. Donc pensez toujours à décortiquer le problème d'un point de vue logique, c'est-à-dire répartir sous forme de petits problèmes, et de se dire, bah, je vais essayer de résoudre cet exercice, ce problème-là, d'un point de vue logique. Logiquement, si on me demande de faire ça, j'oublie le C, j'oublie le Python, le JavaScript, j'oublie tout type de langage. Les langages de programmation, finalement, c'est de la syntaxe. Certes, il y a des notions, mais il faut avoir la logique. Pensez toujours à résoudre le problème d'un point de vue logique. Même si c'est très abstrait, c'est très important d'avoir la logique avant. Et par la suite, dès qu'on a la bonne logique, je vais essayer de retranscrire ou commencer à transformer ou convertir ma logique en code. C'est petit à petit, c'est des étapes essentielles qui vont nous aider à se rapprocher de la réponse. Donc c'est toujours le métier de développeur, c'est un métier très pragmatique et logique. Donc pensez de façon logique avant de penser à écrire du code. Parce que le code, c'est vraiment la transcription de votre logique de solution. Ça, c'est très important à comprendre et à faire dans le bon ordre. Donc, retournons à notre sujet des variables. On a CR qui est de type char. Et si je lui passe un entier, est-ce que ça va bugger ou pas? On va tester. Ça bug pas. C'est tout le temps ça. Il y a une exception. Pourquoi? Parce qu'il y a une exception avec les caractères. Parce que c'est grâce au tableau ASCII que par convention, quand je mets un caractère et je lui donne un entier de 0
127. Donc le décimal 0, il correspond au caractère nul, c'est-à-dire normalement rien. On va tester. Si je veux afficher le 9, je vais mettre 9. Ouais, je me suis trompé. Non, si je veux afficher les chiffres, c'est là, à partir de 48 jusqu'à 57. Donc si je veux afficher le caractère 9, je vais mettre soit comme ça, pour indiquer que c'est le caractère 9. Sinon, je peux indiquer par le décimal 57 qui correspond au caractère, donc la décimale, caractère, le 57, le décimal 57 correspond au caractère 9. Ou je peux mettre 57. Hop. Du coup, là, j'ai aussi le 9. Donc, il y a une exception avec les caractères, c'est quand je mets un entier, le programme il va voir le décimal, plutôt le caractère qui correspond au décimal qu'on a mentionné. Et bien évidemment, et là, si je veux afficher un entier, ça va être un autre spécifieur. Pourcentage D ou pourcentage I. D pour digital, I pour entier, mais ils font la même chose. Tac. Du coup, là, j'affiche un entier. Si par exemple, dans ce cas-là, si je veux faire comme le caractère, je vais mettre X valeur est égale à ta, par exemple. J'essaie de compiler. Ça m'affiche l'entier, le décimal qui correspond à ce caractère ASCII. Donc faites gaffe. Après, ça dépend aussi de la version du compilateur, des flags qu'on utilise, donc il y a plein de détails. Mais c'est pour vous donner un peu plus de contexte. Maintenant, on va passer aux boucles. Si je veux afficher de 0 à 10. Donc, la boucle for, pour vous expliquer déjà la structure, on a l'initialisation. Donc, je l'écris en anglais, initialization, point virgule, condition d'arrêt, c'est-à-dire que quand j'arrive, quand cette condition est vraie, la boucle s'arrête. C'est-à-dire que le code qui est à l'intérieur de ces curly brackets, donc à l'intérieur de la boucle, il ne va plus s'exécuter. Quand cette condition est vraie, il ne va plus exécuter le code qui est entre ces deux caractères, et le programme va passer au code qui est après la boucle. Ça, c'est important à comprendre. La troisième chose, c'est increment. Donc soit c'est pour incrémenter ou décrémenter une valeur, et on verra, parce que je pense que la plupart pensent qu'on peut juste incrémenter et décrémenter par 1. Donc si je veux afficher de 0 à 10, commençons déjà de 0 à 9, j'ai initialisé ma variable, mais je n'ai pas donné de valeur. Donc là,
j'ai déclaré pardon ma variable, mais je ne lui ai pas donné de valeur. Donc là, j'ai initialisé. La valeur de départ, c'est 0. Et je veux afficher jusqu'à 9. Donc je vais dire tant que i inférieur à 10. Parce que quand i arrive à 10, cette condition n'est plus vraie. Et le code qui est à l'intérieur des brackets ne va pas s'exécuter. Et j'ai incrémenté i par 1 à chaque fois, parce que je vais afficher tous les entiers de 0 à 9. Donc là, je vais faire def pourcentage d anti/n pour l'année. Du coup, là, j'ai un spécifieur pour dire que je vais afficher un entier. Je vais cet espace inutile et je lance mon programme. Et là, on voit bien qu'on affiche de 0 à 9. Ce qu'on peut faire, c'est que des fois, on peut trouver dans des situations où, par exemple, un programme complexe, l'initialisation de la variable que je vais utiliser en tant que compteur, dans ce cas-là, le compteur de ma boucle for, c'est le i. Donc c'est lui qui me permet d'avoir une trace ou un suivi sur les itérations dans ma boucle. Donc il se peut qu'il dès qu'il initialisé, qu'il a une valeur et que je vais devoir l'utiliser dans il y a des scénarios, là c'est simple, mais il y a des scénarios où on peut avoir ça dans une autre fonction ou quelques lignes avant la boucle. Donc juste pour vous expliquer que c'est pas obligatoire d'initialiser ici. On peut laisser celui-là vide. Et ça marche. Mais bon, généralement, là, on travaille sur des exercices assez simples. Donc, je voulais vous montrer quand même qu'il y a des petits détails auxquels je vois beaucoup d'étudiants ils font pas gaffe et que c'est très rare, mais on peut avoir des cas où on fait comme ça. Donc, c'est vraiment des choses très basiques qu'on néglige, qu'on saute et que par la suite, quand on va travailler sur des programmes plus complexes, on peut avoir des exemples de ce genre. Donc c'est essentiel d'avoir une idée sur ces points-là. Pareil pour l'incrémentation et la décrémentation. Ça devient presque une boucle while, mais je voulais vous expliquer et montrer qu'en vrai on peut faire autrement. Et par exemple, je vais vous montrer un autre exemple. Je peux faire l'incrémentation même là. Et je voulais en profiter pour vous expliquer autre chose aussi. Vous voyez bien que la première itération, donc it égale à 0, je vous explique le tournage à la main, comment ça se fait. Donc comment une boucle fonctionne, c'est très important de comprendre. It égale à 0. La valeur initiale de départ de mon compteur, c'est 0. On va vérifier la condition. 0 inférieur à 10, c'est vrai. On va rentrer dans la boucle. On va exécuter ce code-là, parce que la condition est vraie. 0 inférieur à 10, c'est vrai. On va printer, afficher i++. Mais pourquoi, déjà lors de la première itération, pourquoi on n'affiche pas 1? Normalement, si j'ai fait i++, normalement, la valeur de i doit s'incrémenter. Sauf que non. Parce que là, j'incrémente après. Donc l'incrémentation va se faire après l'exécution de cette ligne. C'est-à-dire que j'ai printé avec la valeur actuelle de i, même si l'incrémentation est là. Donc j'ai printé 0. Et l'incrémentation va se faire après le print.
et ça va se faire pareil. Donc je print, ça s'incrémente, je print 0, il devient 1, parce que 0 plus 1 c'est égal à 1. On retourne pour vérifier la condition, 1 inférieur à 0 à 10, oui c'est vrai, on retourne, on rentre dans la boucle. On affiche 1, après 1 plus plus, c'est-à-dire 1 plus 1, donc c'est 2. Hop, 2 inférieur à 10, c'est vrai, et ainsi de suite. Jusqu'à E arrive à 9. Donc quand E arrive à 9, 9 inférieur à 10, c'est vrai. On rentre là, on va afficher 9, 9 plus plus, donc 9 devient 10. Hop, après la dernière incrémentation, on va retourner toujours, ça tourne comme ça la boucle. 10 inférieur à 10, non. Donc la condition n'est plus vraie, n'est plus valide. Donc dans ce cas-là, on ne va plus rentrer au cœur de la boucle, là, les instructions de la boucle, mais on va passer aux instructions qui sont après notre boucle. Les instructions qui sont après la boucle. À partir de là. C'est comme ça qu'une boucle tourne. Concernant l'incrémentation, on peut faire plus plus i. Dans ce cas-là, l'incrémentation va se faire avant l'exécution de cette ligne. Donc là, vous voyez bien, j'ai pas encore exécuté. Donc là, cet résultat, c'est comme si je fais i++. Donc on commence par 0, on termine par 9. Mais maintenant, je vais faire plus plus i, on va voir ce que ça donne. Et dans ce cas-là, on commence par 1, on arrive à 10. Donc c'est des petits détails auxquels il faut vraiment faire gaffe. Supposons que je veux juste afficher les nombres pairs. Donc c'est les nombres divisibles par 2. Donc 0, 2, 4, ainsi de suite. Je peux mettre à jour ou changer la valeur de i, lui donnant plus 2 à chaque fois. Donc plus égal à 2. Donc quand j'écris i plus égal à 2, c'est vraiment... Bon, ça c'est pas du code, hein, c'est juste pour expliquer. C'est comme si j'ai mis i est égal à i plus 2. Donc, ça, c'est l'abréviation de ça. Donc si je veux juste afficher les nombres pairs, je peux changer la valeur de i selon le nombre de sauts, si je peux dire ça comme ça, le nombre de jump, de sauts que je vais faire. Donc je peux ajouter 3, je peux ajouter 4, je peux même décrémenter. Tac. Ah, j'ai effacé là. Tac. Et là on voit bien qu'on affiche 0, 2, 4, 6, 8. Si je veux arriver à 10, je peux mettre là, soit inférieur ou égal à 10, soit je mets inférieur à 11. Si je veux afficher à l'envers, par exemple, je peux mettre la valeur initiale, c'est 10, et si on arrête, i supérieur ou égal à 0. Et là, je décrémente par 2. On voit bien qu'on passe de 0 à 10. Je peux multiplier, diviser, donc là, en vrai, c'est pas juste plus i plus plus ou i moins moins. Donc faites gaffe à l'ordre d'incrémentation et de décrémentation comme on a vu tout à l'heure. Le plus plus avant le nom de la variable et le nom de la variable après plus plus. C'est un tout petit détail qui change tout, qui peut changer des fois toute la logique du programme et de la boucle. Donc faites vraiment gaffe à ça. Et on peut incrémenter, décrémenter, multiplier, diviser pour changer la valeur de notre compteur comme on veut. Si par exemple je veux profiter pour afficher les lettres des alphabets en majuscules de A à Z.
ch caractère, cr le nom de la variable, c'est pour dire caractère. Je peux écrire comme ça pour dire caractère, juste consonnes. Fort. Sa valeur initiale va être le décimal de grand A, 65. La condition d'arrêt, c'est quand il arrive à 90. 65. Et tant qu'il est inférieur ou égal à 90, parce que je vais afficher quand même le Z. Donc, puisque Z sans décimale est 90, donc je veux l'afficher, donc ça peut être inférieur ou égal à 90 ou strictement inférieur à 91. Pour faire ça un peu plus facile à lire, comme ça, ça fait la même chose. Et là, j'ai incrémenté à chaque fois plus 1. Et là, ce que je vais faire, j'ai printé pourcentage C, parce que c'est un caractère. Je vais faire un auto-rallye après chaque caractère, pour que ça soit lisible. Et j'exécute. On voit bien qu'on affiche tous les caractères de A à Z. Donc je peux faire comme ça, comme je peux faire ça. Donc là j'ai affiché en minuscule. Tac. Et le programme il comprend c'est ASCII et il va prendre en considération le décimal. Si je veux afficher à l'envers, je peux commencer par Z et je m'arrête à A. Est-ce que c'est suffisant? Bon, je dois décrémenter aussi parce que je fais à l'envers, c'est l'ordre descendant. Parce que Z sans décimale est plus grand que le A. Donc je dois décrémenter à chaque fois par 1. Et la condition d'arrêt est de ça. Hop. Et là j'affiche de Z à 1. Donc ça c'est pour vous montrer comment en profiter des boucles, vous expliquer l'intérêt de l'ASCII aussi. Ce qu'on va voir aussi, c'est les boucles imbriquées. Je vais prendre un exemple de boucle imbriquée. Int j. Et là, ce que je vais faire, c'est faire un tableau de multiplication de 0 à 10. Donc, ce que je vais faire, c'est i égale à 0 et inférieur est égal à 10. Ce que je vais faire comme le 10 et plus plus. Et dedans, ce que je vais faire, c'est vraiment 0 fois 1, 0 fois 2, 0 fois 3, 0 fois 4, 0 fois 5, 0 fois 6, 3, 7 fois 8. Donc je vais faire pour le 0 des multiplications de 0 à 10. Pour le 1, je vais faire pareil. 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4, jusqu'à 1 fois 9. Pour la 2, c'est pareil. 2 fois 0, 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, jusqu'à 2 fois 9. Donc on voit bien que pour de 0 à 10, je veux faire la même chose plusieurs fois. Dans ce cas-là, je vais utiliser une boucle.
ce que je peux faire, c'est vraiment un truc bête qui prend du temps. Donc je peux faire comme ça, hein. C'est pas du tout productif, mais pour vous expliquer pourquoi faut toujours utiliser les boucles imbriquées quand on peut. Et du coup, là, je vais mettre i fois 0. I fois 2, i fois 3, i fois 4, i fois 5, i fois 6, i fois 7, i fois 8, i fois 9, après, je vais faire un retour à la ligne. J'ai mis des espaces après chacun, pour que ça soit un peu visible quand même. Après, on va faire un retour à la ligne après chaque ligne. Et hop, donc là, j'ai 0 fois 0, 0 fois 1, 0 fois 2, 0 fois 3, jusqu'à 0 fois 9. Après, j'ai 1 fois 0, parce que là, dans chaque ligne, la valeur de i s'incrémente par 1. Parce que chaque ligne, en gros, chaque ligne là correspond à tout ça, correspond à une seule itération. Donc pour vous expliquer comment je fais le tournage à la main, i est égal à 0, donc ça c'est l'initialisation de la variable. 0 inférieur ou égal à 10, oui, je rentre dans la boucle, donc j'exécute tout ça. Hop, j'arrive à la fin, je fais un retour à la ligne, et je passe à l'incrémentation. I++, puisque 0 plus 1 est égal à 1, 1 inférieur ou égal à 10, oui c'est vrai, je rentre dans la boucle, j'exécute tout ça, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, à chaque itération, j'ai affiché une ligne entière. Donc je vois bien que je fais ça plusieurs fois, c'est pénible. Donc je vous ai montré avec un exemple simple, pour vous voyez l'intérêt des boucles. Si j'ai quelque chose que j'ai répété plusieurs fois, ben, il vaut mieux le faire dans une boucle. Donc c'est pour ça que j'ai mis le J. Plus. Hop. Je vais faire J fois I. Puisque maintenant le J est remplacé 0 fois 1, 0 fois I, 1 fois I, 2 fois I. Donc maintenant la valeur de J va s'incrémenter à chaque fois, à chaque itération. Donc maintenant pour chaque itération de I, je vais avoir 10 printf, parce que ça va tourner 10 fois. Hop. Ah. Des syntaxes, rajoute point virgule, et ça passe. C'est pour vous expliquer l'intérêt des boucles. Après, il y a un bon site qui s'appelle Python Tutor. Python Tutor et dedans on peut faire du débogage visuel. C'est un outil aussi qui me permet de faire le tournage à la main. Donc on peut choisir le langage, donc ce qui nous concerne c'est le C, et là en gros
it. Là, je vais modifier le code. Donc, je peux choisir la version, l'outil de compilation ou conversion. Bon, je vais pas faire tout ça, je vais faire un truc plus simple. Je vais faire un truc de 0 à, disons de 0 à 3. Pas beaucoup de temps à... C'est le même principe, mais avec moins de valeur. Et juste pour vous montrer vite fait cet outil, parce qu'il est vraiment utile. Ça vous explique comment le code tourne, comment ça fonctionne littéralement. Avec une représentation de la mémoire. Donc il vous représente aussi dans la mémoire qu'est-ce qui se passe. Donc on a notre fonction main. On a i et j qui sont des entiers qui n'ont pas encore de valeur. Ils prennent de l'espace dans la mémoire, mais ils n'ont pas encore de valeur. Et on voit bien, dans ces lignes-là, il nous explique line that just execute. En vert, la ligne qui vient d'être exécutée. En rouge, la ligne qui va être exécutée. Donc, avec ces flèches-là, je peux, avec next, passer d'une étape à une autre. Et avec previous, retourner à l'étape précédente. Avec first, je peux retourner vraiment à l'étape, à la première étape. Et avec last, je passe vraiment à la fin, à la dernière étape. Tac, next. Donc on arrive là. On va exécuter cette ligne et vous verrez que la valeur de i va changer. Ce qu'on va faire dans cette ligne d'initialisation de i. Ok, là 0 maintenant. Maintenant j va avoir une valeur. Hop. Maintenant on va enchaîner. Int 0 fois 0. Donc c'est 0. Donc là on a l'output. Dans cette rubrique là on a l'output. Vous voyez bien que la ligne qu'on va exécuter maintenant c'est la ligne 8. C'est pour ça que je vous ai expliqué, que je vous ai dit en gros à chaque fois on incrémente. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va incrémenter chez plus et on va vérifier la condition d'arrêt. Donc ça devient j devient 1 et la condition 1 inférieur ou égal à 3. Oui, donc on rentre dedans. Tac, 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 tac. Vous voyez bien que la valeur change, l'output change. Tac. On voit bien que pour i aussi, une seule itération de i à 4 itérations de j. Parce que cette boucle-là va tourner 4 fois à chaque valeur de i, celle-ci va tourner 4 fois. Donc prenez le temps pour faire tourner le en détail. Vous verrez donc le stack et le heap, c'est des zones mémoire. Le stack, c'est pour dire pile en français. Là où les données statiques, qui a une taille inchangeable, prennent l'espace dans la mémoire. Heap, c'est la zone où les données qui ont une taille dynamique prennent de l'espace dans la mémoire. Donc vous verrez quand vous avez commencé le malloc free, vous allez faire de la gestion de mémoire manuellement. Les données qui ont une taille dynamique, donc comme les chaînes de caractères, etc., vont être stockées dans le heap. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'était plutôt pour vous donner du contexte concernant cette interface. Et on peut
passer au pointeur. Le sujet des pointeurs, c'est que je vais regarder ce qui est dans les projets. Quelque chose lié à ce qu'on fait actuellement de Berthaud. Donc un pointeur en vrai c'est quoi? Un pointeur c'est une variable. Un entier euh, c'est aussi un type, donc une variable de type entier, on lui donne un entier, on lui donne 5. Je vais pas lui donner hello tout le monde. Ça n'a pas trop de sens. Donc une variable de type entier, je lui donne un entier généralement. Je vais mettre 5. Je vais faire comme ça. C'est égal à 5. Un pointeur, j'indique le type de la valeur, non, le type de la variable à laquelle il pointe. Donc si je veux faire un pointeur qui pointe sur x, ça doit être un pointeur qui pointe, qui fait une référence à un entier. Donc il faut la lire comme ça. Un pointeur qui pointe sur un entier, qui fait référence à un entier. Donc ça c'est le type. Tout ça c'est le type du pointeur. L'astérisque, donc l'étoile, programmation l'appelle astérisque. Pointeur sur entier. Prenez-le comme ça. Son nom c'est quoi? Les PTR. Généralement PTR, c'est l'abrégé de pointer. Donc ça c'est la syntaxe, c'est vraiment PTR est une variable. C'est quoi son type? PTR est un pointeur sur un entier. Donc qui peut prendre comme valeur que les adresses mémoire des entiers. Parce qu'un pointeur, c'est simple. C'est tout simplement une variable dont la valeur est une adresse mémoire. C'est tout. Comme les entiers, ils prennent des valeurs de type 5, des valeurs entiers, les pointeurs prennent comme valeur l'adresse mémoire d'une variable. C'est tout. Parce que chaque donnée qu'on a dans la mémoire a une adresse qui nous permet de savoir où elle est exactement physiquement dans la mémoire de l'ordinateur. C'est aussi simple que ça. Les pointeurs, c'est pas vraiment sorcier. Il faut comprendre la syntaxe, comment les lire. Un pointeur sur un entier. Donc tout ça, c'est le type de quoi? De PTR. Aussi simple que ça. PTR est un pointeur, il prend juste la valeur, qu'en tant que valeur, l'adresse mémoire d'un entier, parce qu'il pointe sur un entier. Je peux pas lui donner la valeur, l'adresse mémoire d'un caractère ou autre type. C'est pas logique, parce que le langage C est typé. Donc pour donner une valeur à PTR, donc là je vais lui donner l'adresse de X. Il y a un opérateur ou un caractère qui nous permet dans le langage C de dire c'est l'adresse de telle variable. Et ce caractère-là qui nous dit c'est l'adresse de telle variable, c'est tout simplement le ampersand. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Et en anglais, c'est écrit comme ça. X. Donc ça c'est pour dire l'adresse mémoire de X. Il faut savoir lire le code. Parce que vraiment c'est pas sorcier.
Mais des fois, on saute des étapes, on fait pas attention à des détails qui sont importants. Il faut des fois lire le code comme si on lit un article ou un livre. L'adresse mémoire de X, tout simplement. Et avec ces démarches, cette façon de voir, de lire le code, ça va vous permettre de, de mieux comprendre le code et de mieux le rédiger. Je veux que PTR ait comme valeur l'adresse mémoire de X. C'est littéralement la traduction littéraire de ce ligne de code. Et du coup, à partir du moment où PTR, bon, on va faire simple, maintenant j'ai juste la valeur de X égale pourcentage des ligne X return 0, hop, donc j'exécute. On voit bien que la valeur de X est égale à 5. Ce que je vais faire là, c'est que je vais passer ici pour vous expliquer bon, que ça illustre bien comment ça se passe dans la mémoire. Hop. Est-ce qu'il n'y a pas de message d'erreur, c'est-à-dire la compilation passe. Et là, on a X qui est entier, PTR, une variable, qui a quoi comme type? Pointeur, pointer to integer. Donc, un pointeur sur un entier. On passe à l'étape suivante. Donc là, X va avoir comme valeur 5. Là, hop. Et PTR va avoir comme valeur l'adresse mémoire de X. Donc il va stocker comme valeur PTR où X existe dans la mémoire. Hop. Là, ils ont fait. Mais c'est une valeur. C'est littéralement une valeur hexadécimale. Sans écrire autrement. Ça, c'est une valeur. C'est tout simplement ça. Si par exemple, je vais changer la valeur de X, je vais mettre 10. Je vais l'afficher de nouveau. Hop. On voit bien que la valeur de X change. Si je veux changer la valeur de X, non plus en passant par X, mais en passant par PTR. Parce que PTR, là, dans ce diagramme, il sait où X existe, donc il sait où est dans la mémoire exactement. Donc on peut changer la valeur de X à partir de PTR. Parce qu'il sait où X habite dans la mémoire, si je veux vulgariser encore plus. Donc je vais dire PTR égale 10. Et on va voir si ça va marcher ou pas. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Prenez le temps pour bien lire les messages d'erreur. En tant que développeur, on passe 70 à 80% de notre temps à déboguer, à résoudre des erreurs, à faire du refactoring du code. Et un cinquième de notre temps à écrire du code. Donc on passe plus de temps à faire des débogages, à résoudre des erreurs qu'à écrire du code. Donc je vois que la plupart on est à fond sur la rédaction du code, mais prendre son temps pour avoir la bonne logique et déboguer est plus essentiel. Déjà, avec les outils modernes, c'est pas comme dans les années 70, c'était beaucoup plus dur. Il nous donne pas mal d'indications dans la fonction main, dans le fichier main.c,
la ligne 13, la colonne 9. Donc il nous indique d'où vient l'erreur. Assignment to int, to pointer to int, from int. Donc là, il nous dit que on veut assigner à un pointeur sur un entier. Parce que PTR est un pointeur. Donc il prend comme valeur l'adresse mémoire d'une variable. Plus précisément, l'adresse mémoire d'un entier. Mais là, on lui a donné une valeur décimale. Donc c'est pas une adresse mémoire. Donc c'est pas bon. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que je veux changer la valeur de x via PTR. Donc je fais un déréférencement. Puisque PTR est point sur x, donc pour dire emmène-moi PTR, emmène-moi à la valeur à laquelle tu pointes. C'est cette écriture-là ce que ça veut dire. Donc avec cette écriture, il va nous emmener à ce bloc-là, où x existe dans la mémoire, où x se loge dans la mémoire. Du coup, il va nous emmener ici avec cette écriture, et on va changer la valeur dans cette case. Dans cette case-là. Parce que initialement, quand j'ai écrit sans l'astérisque, c'est comme si je veux changer la valeur de cette case. Sauf que la valeur de cette case, c'est la valeur de PTR. Et PTR est un pointeur, il ne prend pas d'entier. Mais avec l'astérisque avant, l'étoile avant PTR, nous mène vers cette case. Où existe X. Tac. Donc, je fais ça. Hop. Et c'est bon, ça marche. Là, on a compris la syntaxe, le déréférencement, etc. Une dernière chose avant de vous laisser, c'est par rapport au passage par valeur, passage par référence. Là, par exemple, au lieu de changer la valeur de x, là, je vais faire une autre fonction qui ne retrouve rien. Ton nom c'est change value parce qu'elle va juste changer une valeur int. Elle prend comme paramètre un entier, je vais l'appeler a. Et tout ce qu'elle va faire, elle va changer la valeur de a, elle va la multiplier x 2. Si, ce que je vais faire, ça donne, et on va l'appeler une autre fonction là, et là on va lui passer x. En gros, on appelle notre fonction, au lieu de changer dans cette ligne, donc on l'appelle parce que dorénavant c'est elle qui va gérer le changement. Et dans cette fonction, pour délimiter des lignes, que ce soit plus facile à dire, hop, tac. Du coup là, on va afficher la valeur de 1 initialement, on va la multiplier x 2, on va voir la valeur après la multiplication, ça convient. Et par la suite, on va voir là, est-ce que ça change vraiment la valeur de x ou pas. Hop, on monte.
pas mis de retour à la ligne. Là. C'est essentiel. Donc, ce premier print, c'est celui de la ligne 20, la valeur de x. Donc, dans notre fonction main, x là, à cette étape-là, est égal à 5. Et après, on passe à la ligne 22 où on invoque la fonction changeValue. Qu'est-ce qu'on lui passe? On lui passe x. Donc dans ce cas-là, c'est comme si en vrai, quand elle va être exécutée, cette fonction, c'est comme si elle est a égale à x. C'est ce qui se passe derrière. Parce que a va prendre la valeur de x. Du coup, c'est pour ça que entre ces deux lignes-là, c'est ce qui va être exécuté là. Donc on affiche la valeur de a est égale à 5, on la multiplie fois 2, et après on affiche de nouveau, on a 10. Mais seulement dans cette fonction-là. Parce que à la fin de cette fonction, quand je regarde après, donc cette ligne-là, la ligne 24, la valeur de x reste toujours 5. Elle n'a pas changé. Parce que je fais un passage par valeur. Ça veut dire quoi un passage par valeur? C'est comme si je copie, je passe juste la valeur de x. Comme je vous ai dit là, quand cette fonction va s'exécuter, c'est vraiment comme si int a égale, c'est comme si a égale x. Bah, dans ce cas-là, a égale 5. C'est comme si c'est ce qui se passe exactement. Ça, c'est un passage par valeur. Parce que la valeur change dans cette fonction, mais dans l'autre fonction, elle ne change pas. Donc c'est pour vous expliquer aussi un peu l'utilité des compteurs. Donc vous verrez encore plus l'utilité quand vous allez faire la manipulation de mémoire dans les prochaines semaines. Ça va donner plus de sens de pourquoi on utilise les compteurs, pourquoi c'est essentiel, etc. Donc ça, c'est un passage par valeur. Si je veux vraiment changer la valeur de x à partir d'une autre fonction, donc pas de la fonction main, mais à partir de cette fonction-là, et que ce changement reste, je dois faire un passage par référence. C'est-à-dire, je lui passe où x existe dans la mémoire. Bon, je vais copier ça ici pour vous montrer comment ça tourne. Hop. Donc là, on a xptr, x est égal à 5. Regardez bien là. ptr va pointer sur x parce qu'elle va voir l'adresse de x. Là, on va afficher x égal à 5. Change value, on va lui passer x. Donc là, il a exécuté vite fait tout ça. Ah, pardon, j'ai sauté toutes les étapes. On était à cette étape-là. Next. Donc il arrive là. On voit bien que change value a et a n'a pas encore de valeur. Tac. Maintenant, a est égal à 5. Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est comme si a est égal à x. Et puisque x est égal à 5, donc a est égal à 5. Donc les changements vont être pris en compte dans cette fonction et ne vont pas être enregistrés pour x. Parce que vous voyez bien, a, il ne fait pas référence à x, comme ptr par exemple. A, il est dans le scope, le champ de cette valeur-là, de cette fonction-là. Vous voyez, dans le stack là, il y a le champ de main où les variables de la fonction main sont définies et le champ de change value où les variables de la fonction de change value sont définies. Donc, comprendre le scope est aussi important, c'est-à-dire que il y a des variables
qui font partie d'une fonction, et on va voir que à la fin de cette fonction, quand on termine son exécution, il n'existe plus, donc la variable n'existe plus dans la mémoire. Tac, la valeur de x est égale à 5. Donc maintenant, on a exécuté cette ligne-là. La valeur de a est égale à 5, pardon, on multiplie par 2. On affiche maintenant a est égal à 10. Et on va afficher la ligne avec les pointillés. Là, on va finir l'exécution de la fonction changeValue. Regardez bien cette partie. Hop. Puisque la fonction a fini son exécution, donc elle a fini de tourner, elle prend plus de place dans la mémoire. Et du coup, ces changements-là aussi, donc ça explique, en quelque sorte, c'est pas complètement l'explication propre, mais ça explique en quelque sorte pourquoi le changement ne restitue pas. Donc, pour que ça change, pour que le changement persiste, on doit faire un passage par référence, c'est-à-dire que là, en gros, au lieu de passer l'entier, je passe son adresse mémoire. Et du coup, pour passer son adresse mémoire, si je dis je veux passer l'adresse mémoire d'une variable, c'est-à-dire je veux passer un pointeur adresse mémoire d'une variable de type entier, il faut lire comme ça. On va l'appeler là add, pour faire simple. Et dans ce cas-là, j'ai plus passé x, donc je peux plus passer x, je dois passer l'adresse mémoire de x. Donc soit je fais avec cet opérateur adresse mémoire de x ou ptr, puisque ptr c'est l'adresse mémoire de x, donc c'est la même chose. Et du coup là, add c'est un pointeur qui porte l'adresse mémoire de x. Donc si je veux visualiser la valeur à laquelle il pointe, je dois le déréférencer. Pareil là, je dois le déréférencer. Et là, pareil, je veux que à partir de add, je change la valeur de x, donc je dois le déréférencer. Comme ça, il nous emmène à la case où la valeur de x existe. Là, je vais faire x2. Donc cette écriture, astérisque, étoile, le nom du pointeur, c'est vraiment la même chose. Bon, là, j'ai écrit, je vais vous expliquer. C'est vraiment la même chose que x. Et puisque dans la fonction changeValue, on ne dit pas accès à x, je peux y accéder à travers son pointeur. Donc, pour accéder à la valeur de x ou changer sa valeur, je dois déréférencer son pointeur, c'est-à-dire déréférencer son pointeur. On va lire comme ça. Du coup, maintenant, quand j'exécute, bien voir que la valeur persiste. Pourquoi? Parce que j'ai fait un passage par référence. Parce que la fonction changeValue maintenant, elle accède à la case où x existe et elle change cette case-là. Quand on a fait un passage par valeur, on lui a juste copié la valeur, on lui a juste donné la valeur, mais on n'a pas dit x existe dans telle case, change sa valeur. On a juste dit voici la valeur de x, c'est tout, initialement. Mais maintenant, avec ce nouveau code, on lui a dit voici où x existe pour que tu puisses changer sa valeur ou accéder directement à sa valeur. Tac. J'exécute.
Et maintenant, je vais voir étape par étape ce qui se passe. Les premières étapes, c'est les mêmes. X est égal à 5, ptr est l'adresse mémoire de X. On va afficher la valeur de X est égal à 5. Et là, on va passer à la fonction changeValue. Et là, on lui passe ptr, qui est l'adresse mémoire de X. Tac. Donc, on voit bien que changeValue, il a une variable qu'on appelle add, qui est un pointeur sur un entier, qui n'a pas encore de valeur. Il va en avoir, tac. Donc on voit bien que, hop, add comme ptr, il pointe à l'endroit où x existe. Il sait où x loge dans la mémoire, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on affiche cette ligne avec les pointillés, on affiche la valeur de a est égale à 5. Et maintenant, on va changer la valeur. Tac. Et bien maintenant, puisque Adr il accède, il accède à la case où x existe vraiment dans la mémoire, on peut changer sa valeur. Tac. Et après la fin de l'exécution de la fonction changeValue, le changement de la valeur de x persiste parce qu'on a changé vraiment la case. Parce qu'on avait accès où x existe. Ça sera tout pour le live coding de cette semaine. Donc essayer de, pour conclure, essayer de bien travailler en dichotomie, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on nous demande de faire. S'il y a plusieurs points, plusieurs instructions, plusieurs conditions à gérer, commencer par le cas général, par la suite passer au cas spécifique, cas par cas. S'il y a plusieurs points à prendre en compte, ou plusieurs contraintes, plusieurs choses à gérer quand on vous demande dans une tâche, commencez par la chose la plus simple. Essayez de découper le problème en tout petits problèmes, travaillez en dichotomie. Posez-vous des questions, oubliez le langage C, oubliez les langages, les syntaxes. Essayez de résoudre le problème d'un point de vue logique. Après, commencez à vous poser des questions. Comment puis-je traduire la logique de telle étape en code? Ok, bon, j'ai su comment faire. Je passe à l'étape suivante. Ok, l'étape suivante, comment puis-je traduire ou transcrire la logique de l'étape 2 en code, ainsi de suite. Donc pensez toujours à la logique avant d'écrire du code. Le code, c'est vraiment l'interprétation de votre logique. C'est aussi simple que ça. Le code, c'est juste l'interprétation de votre logique. La logique de la solution, c'est le plus important. On peut ne pas comprendre, on ne pas connaître la syntaxe. Moi, quand je fais pas du C pendant un moment, j'oublie telle ou telle syntaxe. Mais j'ai la logique parce que j'essaie de résoudre le problème d'un point de vue logique, pragmatique. La syntaxe, c'est juste des règles pour écrire du code avec un tel langage. C'est tout. Bon, ça sera tout pour le live de cette semaine. J'espère que ça va vous aider par la suite dans vos projets, dans les projets qui vous restent et les points qui vous restent à réviser. Bon courage par la suite et à la prochaine. Salut!